Nous nous retrouvons avec Dominique Berger. Dominique Berger, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le directeur adjoint de l'ESP à Lyon. Et donc en l'occurrence, on va parler pour ce colloque recherche en promotion de la santé, tout d'abord de recherche. Je serais tenté de vous poser la question d'interroger les représentations sociales de la société, des populations, lorsqu'on parle de recherche aujourd'hui. On a l'impression qu'effectivement il y a un certain nombre de fantasmes ou une lecture qui n'est pas toujours vraie. Comment pourriez-vous expliquer brièvement et d'un point de vue accessible les enjeux de la recherche? Alors, les enjeux de la recherche, c'est d'abord créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'élucider et d'apporter du nouveau. Donc ce qui définit la recherche, c'est la création de nouveautés. Et c'est ce qui fait aussi la validité de la recherche. Alors, il faut être excessivement modeste quand on est un chercheur, parce que ce qu'on met à jour, ce qu'on peut élucider, c'est souvent de toutes petites choses, et ça n'a de sens que pris dans un ensemble, dans une cohérence. Et on ne travaille jamais seul, on travaille en équipe, et on travaille toujours sur de petits objets dont on pense qu'ils vont apporter quelque chose de plus, et notamment en matière d'éducation et de promotion de la santé, à la population. Donc c'est une recherche aussi qui est une recherche finalisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher, on ne cherche pas n'importe quoi, on cherche aussi en fonction d'un contexte, dans un contexte social, dans un contexte politique, dans un contexte économique. Et le but de la recherche, c'est d'essayer de faire avancer les connaissances et de créer du nouveau. Alors, je tiens beaucoup à cette idée de modestie. C'est-à-dire que la recherche, c'est forcément conduit sur des objets qui sont pas forcément spectaculaires, mais qui doivent avoir une incidence au quotidien dans la vie des personnes. Ma conception de la recherche, c'est également qu'une recherche, c'est extrêmement rigoureux. C'est-à-dire c'est la mise en œuvre d'une méthodologie, c'est-à-dire d'un ensemble de processus qui ont pour finalité de s'assurer de la validité de la recherche. Et dernier élément aussi qui est important pour moi, c'est qu'une recherche, ça doit être critiquable, c'est-à-dire que ça doit être mis sur la place publique, et c'est quelque chose qui est soumis à l'appréciation à la fois du public et à la fois de nos pairs, c'est-à-dire les autres chercheurs, qui vont donner la validité de la recherche. La validité de la recherche est toujours extérieure à l'équipe de recherche. Moi, je peux mettre en œuvre un protocole et je le soumets à la critique de mes pairs, et c'est eux qui vont me dire, effectivement, ce que vous avez fait correspond à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui est valide scientifiquement. Donc c'est un vrai métier d'être chercheur, c'est un vrai métier extrêmement rigoureux, et c'est un métier qui doit pouvoir apporter quelque chose en plus, notamment sur les questions de promotion de la santé à l'ensemble de la population. Alors, en écoutant votre propos, ça m'encourage à deux questions. On va commencer par la question de la modestie face à cette complexité que doit avoir le chercheur. Lorsqu'on parle de promotion de la santé, on cherche bien la prise en compte de l'ensemble des déterminants. Vous avez cité quelques exemples, qu'ils soient sociaux, économiques, environnementaux, culturels. Donc, prendre en compte tous ces déterminants signifie associer des compétences de recherche dans un grand nombre de disciplines pour faire cohérence sur des projets de recherche en promotion de la santé. Est-ce possible aujourd'hui de concevoir une équipe pluridisciplinaire pour agir en recherche en promotion de la santé? Alors, ce qui caractérise la recherche classique en France, c'est que les recherches sont souvent ce que j'appelle moi des recherches tubulaires, c'est-à-dire qui sont conduites par un conglomérat, c'est-à-dire un groupement de personnes spécialisées dans une discipline ou sur un objet de recherche. C'est vraiment une des caractéristiques de la recherche française, c'est-à-dire d'être extrêmement pointu sur des objets de recherche extrêmement précis. La question de la promotion de la santé est une question qui oblige à avoir un autre type d'approche. C'est-à-dire qu'on est forcément dans des logiques où on ne peut plus conduire des recherches
par exemple exclusivement en épidémiologie, mais on est obligé de s'ouvrir à des équipes pluricatégorielles de chercheurs, des équipes pluridisciplinaires et où des disciplines qui proviennent des sciences humaines et des sciences dures vont devoir travailler ensemble dans des protocoles complexes. C'est-à-dire qu'on est face, les questions qui sont posées par la promotion de la santé, qui sont posées par toutes les recherches sur la santé en général maintenant, et même dans le champ, par exemple, des disciplines médicales, s'ouvrent de plus en plus parce que l'être humain est par nature une machine complexe, qui est inscrite dans un environnement complexe et plurifactoriel. Donc quand on veut essayer d'élucider, notamment en termes de comportement de santé, on est impérativement obligé de monter des protocoles de recherche qui vont être eux-mêmes des protocoles complexes. Alors la difficulté, c'est dans le monde actuel, dans le paysage de la recherche en France, c'est justement de faire valider ces protocoles de recherche. C'est-à-dire qu'on met en place des méthodologies qui ne sont plus simplement des méthodologies quantitatives ou qualitatives, mais qui sont forcément des méthodologies qui vont associer des approches quanti et des approches qualitatives autour d'un objet qui est par essence extrêmement complexe. Ce qui fait que, par exemple, la nouvelle équipe de recherche qui est en train de se monter à Lyon, qui s'appelle ESPER, qui travaille sur la qualité des soins et qui travaille sur la qualité, qui travaille également sur le patient, va associer des chercheurs en sciences d'éducation, des PUPH dans différentes disciplines, cancéro, etc., cardio, etc., pour justement avoir une approche du patient et de la qualité des soins aux patients et de la qualité de vie aux patients, notamment dans l'axe éducation thérapeutique, une approche globale et complexe. Mais on est à l'aube du développement d'une recherche multicatégorielle et pluridisciplinaire. Deuxième question qu'introduisait votre propos. Les Québécois parlent de patients experts. On avait un invité il y a peu de temps, argentin chercheur, qui parlait du chercheur habitant, résidant le territoire, connaissant le territoire. Je voudrais vous interroger sur ce double enjeu de la participation des populations dans la recherche en promotion de la santé. Bon, inutile de revenir à une représentation qui serait partiellement erronée du chercheur et de sa place dans la population et la place des chercheurs dans la cité, mais comment faire sens entre participation des habitants et rigueur de recherche, comme vous le disiez tout à l'heure? Alors, la question n'est pas là. La rigueur de la recherche, c'est la rigueur du protocole. Donc, il faut avoir la recherche qui fait la qualité d'une recherche, et d'abord cet aspect rigoureux du protocole, et cet aspect scientifique qui est fondé dans un continuum entre ce qui a été découvert avant et ce qu'on veut découvrir. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des connaissances qui sont préexistantes à la recherche, et on va essayer, à partir de ces connaissances, de monter des dispositifs qui vont permettre d'accroître ces connaissances. Et quand on va travailler sur l'être humain, il est bien évident que l'être humain, sous forme communautaire, sous forme individuelle, collective, peu importe, va participer à cette recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire l'impasse. C'est-à-dire, par exemple, moi je vois sur les travaux de recherche que je conduis, qui portent essentiellement sur les enseignants, on travaille avec les enseignants, y compris à l'élaboration du protocole de recherche. Alors, ça oblige à informer les personnes de ce que c'est que la recherche, mais on s'aperçoit que c'est pas très compliqué, en fait. C'est-à-dire que les associés, et puis ils prennent goût, puis pour mon exemple, ils vont suivre des masters, voire certains des thèses après. C'est simplement les associer pour que eux puissent nous rendre compte à la fois de la faisabilité et aussi de la pertinence. C'est-à-dire que la position du chercheur est forcément une position éloignée de la réalité. Il faut avoir une vision un peu distanciée pour justement pouvoir repérer dans le paysage les points nodaux sur lesquels on va pouvoir découvrir quelque chose ou mettre en place quelque chose en fonction d'un contexte qui va déterminer les priorités de recherche. Mais pour construire un protocole d'observation pertinent, eh ben, on ne peut pas ne pas le construire avec ceux qu'on va observer. Parce que c'est eux qui ont la vision de la réalité beaucoup plus, une vision de la réalité beaucoup plus pertinente que la mienne, qui, notamment lorsque je travaille sur des questions autour de la vulnérabilité. Moi, je ne fais pas partie des populations vulnérables.
Par contre, les gens qui, eux, vivent au quotidien la vulnérabilité, ont une vision de la réalité qu'ils vivent au quotidien, qui va venir me permettre de construire un protocole le plus adapté possible. Alors, c'est pas simplement une participation de type informatif, parce que ça serait relativement simple à mettre en place. Il me semble que c'est une participation qui doit être beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, ils sont associés à la conception même du dispositif. Et on voit, par exemple, j'ai travaillé, moi, sur la question des représentations que se construisent les enseignants de l'éducation à la santé et à la sexualité sur 19 pays. C'était un protocole, c'était un projet de recherche européen dans le cadre du FP6, et on a construit cette recherche avec les enseignants, y compris l'élaboration du questionnaire et les différentes modalités, par exemple, de passation du questionnaire, puisqu'on était obligé de travailler par questionnaire sur des grandes populations, on avait besoin de données solides et probantes, a été réalisé, y compris la formulation des questions, avec les groupes d'enseignants qu'on avait mis en place pour élaborer le protocole de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a rendu compte après, dans les différents centres, puisqu'il y avait 19 pays dans les 19 pays, aux enseignants des premiers résultats, après la validation du premier questionnaire, pour modifier et construire le questionnaire définitif. Et on a eu des résultats tout à fait intéressants, qu'on n'aurait pas eu s'ils n'avaient pas participé. Mais sur des choses, par exemple, élémentaires, par exemple, la question de la liberté d'expression n'est pas la même dans les pays. Et il y a des questions qu'on ne peut pas poser, parce que les gens ne peuvent pas répondre, parce que le pays n'est pas un pays démocratique. C'est aussi bête que ça. Vous avez, dans la dernière question, parlé de cette question des inégalités sociales, inégalités de santé, inégalités sociales de santé. Justement, pour ceux qui sont le plus éloignés, le plus fragilisés dans le cadre de l'accès à la santé, comment, selon vous, les associer pleinement dans les dispositifs de recherche? Alors, les choses sont complexes. L'expérience que j'ai, c'est une expérience très modeste, mais dont j'ai tiré beaucoup d'enseignements. C'était un travail sur la question de la scolarisation des enfants issus des populations les plus éloignées en France. Donc on a travaillé et on avait choisi de travailler avec une association qui s'appelle ATD Quart Monde. C'est-à-dire pour essayer de voir comment on pouvait faire en sorte que les enfants issus de ce groupe social trouvent une place à l'école et donc pour nous construire des dispositifs de formation pour les enseignants qui vont accueillir ces enfants dans les classes. Donc comment est-ce qu'on pouvait développer quelque chose? Alors c'est une recherche un peu ancienne, mais qui s'est conclue par tout simplement le fait qu'on a associé les représentants et alors, ils ont un terme très particulier à TD Quart Monde, les personnes qui sont issues en situation d'extrême vulnérabilité au protocole de recherche. Et ce qui était extrêmement surprenant, c'est de voir combien ils ont modifié notre protocole. C'est-à-dire que nous, on était dans a priori à l'époque, c'était dans les années 2004-2005, c'est une recherche qu'on n'a pas publiée parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on était dans une logique d'observation des enfants, et en fait, elle s'est transformée dans une recherche sur l'inclusion des enfants. C'est-à-dire qu'on n'a plus cherché ce qui faisait que ces enfants étaient différents, mais comment on pouvait former des maîtres pour inclure des enfants différents dans l'école. Ce qui est pas du tout la même chose et qui n'a pas du tout les mêmes effets. Quelle belle conclusion positive en lien avec les enjeux de la promotion de la santé. Dernière question, la question de synthèse, donc le nombre d'enjeux soit vaste sans doute. Ce colloque autour de la recherche en promotion de la santé associe des acteurs terrain, des universitaires, des décideurs peut-être politiques ou institutionnels. Quels sont selon vous les 2 ou 3 principaux défis en matière de développement de la recherche en promotion de la santé? Alors, dans l'état actuel de ma réflexion, je pense que ce qui caractérise la promotion et l'éducation à la santé en France, c'est la carence de recherche et de recherche validée sur ce champ. C'est-à-dire que le champ de la promotion et de l'éducation à la santé en matière de recherche est un champ émergent. La preuve est il y a des équipes de santé publique qui travaillent sur des points, mais il n'y a pas véritablement de recherche sur l'éducation et la promotion de la santé.
Ce sont toujours des recherches qui sont des petites recherches ou des recherches conduites dans peu d'équipes. Il y a, à ma connaissance, une seule équipe qui était structurée, qui s'appelait Acté à Clermont-Ferrand, où il y avait vraiment un groupe de chercheurs travaillant sur cette thématique. Les autres chercheurs sont dispersés dans des laboratoires dont ce n'est pas la thématique principale. Ou alors ce sont des équipes de santé publique qui travaillent dans des logiques épidémiologiques ou physiologiques tout à fait intéressantes, mais pas centrées sur la promotion de la santé. Donc le premier point, c'est peut-être qu'il faudrait faire émerger une recherche et structurée et reconnue par des labos. Donc ça, c'est un peu un des projets qu'on a sur Lyon, qu'on va continuer de développer. Le deuxième point, c'est, je pense, qu'il faut aussi valider les concepts utilisés en promotion de la santé. Entre autres, un concept qui est une sorte de tarte à la crème qu'on utilise volontiers, qui est le concept de compétence psychosociale, et sur lequel, qui est extrêmement difficile de valider scientifiquement. C'est-à-dire quand on fait une recherche, une revue de littérature pour savoir ce que ça signifie, d'où ça vient et comment ça s'inscrit, on manque un peu de documentation. Troisième axe, moi, que je trouve un axe prioritaire, c'est qu'il faut véritablement développer des recherches sur l'alphabétisation en santé en France, ce qu'on appelle en anglais la littératie. Je crois que l'avenir est là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que les populations acquièrent une sorte de socle commun, pour reprendre une expression de l'éducation nationale, en santé, qui leur permettront d'envisager la prise en charge par eux-mêmes de leur propre santé et de développer des comportements le plus adaptés à la situation qu'ils vivent. Voilà, c'est un petit peu l'axe fort sur lequel, à mon avis, il faut qu'on structure les recherches dans le futur. Écoutez, belle résonance avec certains propos québécois autour des enjeux de littératie en santé. Merci à vous pour cet entretien. Mais je vous remercie également. Merci.